Le premier fait, c'est que Umaro Sissoko Embalo était à la tête d'un gouvernement profondément illégitime, illégal, incompétent et injuste envers le peuple bissau-guinéen. Et que l'élection qu'il a organisée n'était pas une élection crédible. C'était une élection sous contrôle du pouvoir, une élection fraudée d'avance. C'était une élection préfabriquée, une élection qui ne mérite pas d'être considérée comme une élection. D'ailleurs, l'opposition bissau-guinéenne et plusieurs observateurs internationaux avaient déjà indiqué qu'on ne pouvait pas considérer ce processus électoral comme fiable. Ce qui veut donc dire qu'en effet, s'il y avait une véritable justice électorale en Guinée-Bissau, elle aurait invalidé, annulé tout le processus électoral parce que dès le départ, celui-ci a été organisé sur des bases frauduleuses, sur les bases de l'exclusion, de la manipulation des conditions de la compétition. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est qu'au moment où Embalo voulait en effet profiter de ce processus électoral vicié, manipulé, tripatouillé, pour se reconduire ad vitam aeternam à la tête du pouvoir, Embalo a été surpris par le commandant de l'armée de terre. Et certes, lorsque nous avons appris que c'est Embalo lui-même qui avait informé Jeune Afrique que des militaires de son armée l'avaient déposé, comme tout analyste réfléchi, nous étions dans un profond doute. Car pour nous, et pour tous ceux qui n'avaient que ces informations, manifestement, pour que quelqu'un qui a été renversé ait la possibilité d'informer le monde entier qu'il a été renversé, il faut qu'il soit de mèche avec ceux qui le renversent. Or, très rapidement, nous devions avoir des informations plus précises, venant d'ailleurs des acteurs présents sur le terrain. Et ces informations indiquent qu'en fait, le signalement à Jeune Afrique a été fait sur la base d'une filouterie, d'Umaro Sissoko Embalo, qui a introduit dans son caleçon un petit téléphone avec lequel il a donné l'alerte en prétextant aller faire ses besoins aux toilettes. En effet, lorsque les militaires qu'il avait mis en résidence surveillée se sont rendus compte que Jeune Afrique était en train de communiquer d'une certaine façon sur les événements de Bissau, ils ont compris qu'Umaro Sissoko Embalo ne leur avait pas tout donné. Probablement en le fouillant, il n'avait pas caressé la partie avant de son caleçon, ce qui fait qu'ils n'ont pas vu qu'il y cachait tout naturellement un téléphone. En procédant donc à une fouille complète d'Embalo, avec palpation de tous les sous-vêtements, on découvrit à côté de l'arbre et des deux noix du vilain tyran, un téléphone qui avait été dissimulé et qui donnait tout naturellement à son caleçon une épaisseur inhabituelle. Voilà comment on comprit qu'Embalo, profitant de l'occasion qui lui avait été donnée de faire ses besoins, s'était servi d'un téléphone caché à côté de ses bijoux de famille. Ce téléphone lui a été retiré. Et vous constatez que depuis lors, Embalo n'est plus capable de communiquer intuitu personae avec qui que ce soit à travers le monde. À partir du moment où nous l'avons su, que le signalement à Jeune Afrique n'était pas le fait des putschistes, mais il était le fait d'Embalo sur la base d'une ultime ruse, de félon, il fallait réapprécier les événements de Bissau. À ce moment, regardons ce qui se passe. Ceux qui ont renversé Umaro Sissoko Embalo ont mis aux arrêts l'essentiel de la hiérarchie de l'armée qui lui était fidèle. Si Embalo avait fait un auto-coup d'État, normalement, quel est l'officier le plus fidèle à Embalo qu'Embalo aurait chargé de prendre le pouvoir? Mes chers amis, incontestablement, si c'était un auto-coup d'État, l'officier qui aurait pris le pouvoir, c'est celui qui était le chef d'état-major des armées de la Guinée-Bissau. Dans la tradition de l'auto-coup d'État, le président qui ne veut pas partir fait souvent confiance parmi les militaires à celui à qui il a confié le commandement de l'armée.
Or, dans le cas d'espèce, le chef d'état-major et tous les ministres les plus décisifs du gouvernement de Umaro Sissoko Embalo sont aux arrêts. Le commandant de l'armée de terre, qui s'est présenté à la télévision comme ayant pris le pouvoir, le général Nkanha, a arrêté tous les officiers réputés fidèles à Embalo et les a mis aux arrêts. Ce qui éloigne et élimine l'hypothèse de l'auto-coup d'État sur laquelle nous avons tous planché au départ, au regard du fait que le signalement avait été donné par Embalo. Donc je vous invite à bien noter cela. S'il y avait auto-coup d'État, c'est le chef d'état-major d'Embalo qui aurait été envoyé par Embalo pour se proclamer président. Or, le chef d'état-major est en prison comme Embalo. Et puis, il y a d'autres détails de la communication entre Embalo et Jeune Afrique qui nous parviennent maintenant. Dans cette communication, il charge Jeune Afrique de présenter les putschistes comme étant des traîtres, des ennemis de la nation. Il charge Jeune Afrique de lancer une alerte de telle façon que des puissances interviennent pour le rétablir au pouvoir. Si c'était un coup d'État fabriqué par Embalo contre lui-même, il ne demanderait pas à des puissances étrangères d'intervenir. Il ne souhaiterait pas l'intervention du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Il ne souhaiterait pas que la CEDEAO vienne à son secours. Or, le message qu'il a envoyé à Jeune Afrique appelait à une telle intervention. Ce qui élimine une fois de plus l'hypothèse de l'auto-coup d'État. Enfin, il y a un troisième argument qui élimine l'hypothèse de l'auto-coup d'État. Vous savez, le pouvoir est une chose extrêmement délicate. C'est une chose extrêmement fragile, malgré sa puissance. Aucun homme politique, aucun homme d'État véritablement constitué ne peut prendre plaisir à faire semblant d'avoir perdu le pouvoir. Même quand vous simulez un auto-coup d'État, de facto, en fait, vous détruisez votre pouvoir. Parce que vous montrez la fragilité de votre pouvoir, vous mettez en scène la vulnérabilité de votre pouvoir, même quand vous faites un auto-coup d'État. Donc, c'est jamais dans l'intérêt de quelqu'un qui veut rester au pouvoir de donner l'impression qu'on le lui a pris. Voilà déjà l'évolution de notre appréciation. Voilà pourquoi dans notre seconde sortie hier, nous avons appelé à constater que ce n'était plus l'hypothèse de l'auto-coup d'État qui était valable. Il y a bel et bien un coup d'État. Le leader montant de ce coup d'État, c'est l'ancien commandant de l'armée de terre, le général Nkanha. On saura comment l'appeler au fil des jours. Nkanha. Et il a arrêté toute la hiérarchie fidèle. Dans toute la mesure du possible, il a arrêté tous les fidèles d'Embalo dans la hiérarchie de l'armée. Cela ne plaide pas pour un auto-coup d'État d'Embalo. Mais maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, au nom d'un haut conseil pour la restauration de l'ordre, en Guinée-Bissau, le plus dur commence pour les nouveaux patrons de l'armée et du pays. C'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de convaincre le peuple bissau-guinéen. Le plus dur, c'est d'être capable de mener une politique qui corresponde aux aspirations populaires bissau-guinéennes. Le plus dur, c'est d'être capable de mener une politique qui s'engage dans l'élan vertueux de la politique africaine aujourd'hui, dont tout le monde sait qu'il est représenté par l'Alliance des États du Sahel, l'alliance panafricaniste la plus aimée des Africains de tous les pays et de tous les continents. Le plus difficile pour les nouveaux maîtres de Bissau, c'est de réussir à contourner et à dépasser des pressions internationales puissantes qui ne vont pas manquer, eh bien, d'être faites contre eux afin de les contrôler et de continuer à contrôler la Guinée-Bissau à travers eux, comme c'était le cas à travers Umaro Sissoko Embalo. Voilà pourquoi, pour ma part, maintenant, dans la deuxième partie de cette intervention, je voudrais parler des grands défis de la révolution bissau-guinéenne du général Nkanha. C'est-à-dire les problèmes qu'il doit s'attacher à résoudre. S'il ne veut pas se retrouver exactement dans la situation d'Embalo ou dans la situation de João Bernardo Vieira avant Embalo, dans la situation de tous ceux qui ont tenté de diriger la Guinée-Bissau, mais qui n'ont pas été capables de reprendre l'essentiel du travail pour le peuple bissau-guinéen,
ce travail qui avait été commencé par le grand camarade panafricaniste révolutionnaire Amilcar Cabral, avant qu'il ne trouve, eh bien, malheureusement, la mort à Conakry, en Guinée voisine. Pour moi, le premier défi que l'armée qui vient de prendre le pouvoir doit relever, c'est la restauration de la confiance entre l'armée et le peuple. Il faut que cette armée montre très clairement au peuple bissau-guinéen qu'elle est déterminée à le servir avec loyauté, fidélité, avec une détermination absolue. Donc l'armée doit chercher à avoir l'adhésion totale du peuple. Mais comment avoir l'adhésion totale du peuple? Et là, ça renvoie au deuxième défi. Cela suppose une réforme de l'économie bissau-guinéenne dans une perspective de souveraineté. Il s'agit de remettre le peuple bissau-guinéen au travail pour que celui-ci atteigne l'autosuffisance alimentaire. Il s'agit de remettre l'économie bissau-guinéenne au travail de telle façon que l'État bissau-guinéen soit le premier propriétaire minier afin de procéder à une redistribution maximale des richesses de la Guinée-Bissau au peuple bissau-guinéen. Ça, c'est le deuxième défi. Rendre les richesses de la Guinée-Bissau au peuple de Guinée-Bissau. On a une population mesurée dans ce pays. Et donc, avec une bonne gestion de l'État, avec une reprise souverainiste de l'État, il est possible de satisfaire les aspirations de la population. Il y a un troisième défi. La Guinée-Bissau est malheureusement devenue une plateforme du narcotrafic, une plateforme du commerce de la drogue. La route de la drogue qui part de l'Amérique du Sud, qui traverse l'océan Atlantique, qui entre en Afrique et puis qui remonte vers l'Europe, cette route passe notamment depuis plusieurs années par la Guinée-Bissau. L'armée bissau-guinéenne doit s'engager dans une lutte sans pitié contre le narcotrafic afin de restaurer la moralité de l'État, la moralité objective de l'État bissau-guinéen. On ne peut pas dire qu'on est à la tête d'un État qui sert le peuple, alors qu'on a des combinaisons avec les cartels de la drogue qui viennent de Colombie, de l'Équateur, bref, de l'Amérique du Sud, et qui traversent l'océan Atlantique, atterrit à Bissau pour remonter à travers des véhicules et d'autres avions vers la nationale de la drogue à travers le Sahel et le Sahara jusqu'en Occident. Il faut mettre fin au statut d'État narcotrafiquant de la Guinée-Bissau. L'armée doit s'engager avec le peuple à travailler à redorer l'image de marque de la Guinée-Bissau et à la retirer de la liste des plateformes du narcotrafic. Il y a un quatrième défi. Il y a un quatrième défi qui est extrêmement important. C'est le défi de la souveraineté géopolitique et géostratégique. Les nouveaux commandants du pays, le chef de l'armée, qui se sont donc autoproclamés, doivent sortir la Guinée-Bissau des fourches codines du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, et notamment de l'organe de ce néocolonialisme et de cet impérialisme qui est la CEDEAO. Les nouveaux dirigeants bissau-guinéens doivent prendre leur distance envers la politique néocolonialiste et impérialiste de la CEDEAO. Or, prendre ces distances avec la politique néocolonialiste et impérialiste de la CEDEAO, c'est inévitablement se rapprocher du grand modèle de la libération panafricaine actuelle, à savoir l'alliance des États du Sahel. Si le général Nkanga veut véritablement travailler pour le peuple de Bissau-Guinée, de Guinée-Bissau, le général Nkanga doit se rapprocher des leaders panafricanistes révolutionnaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Seulement avec eux, il peut envisager une intégration forte de la Guinée-Bissau dans le monde multipolaire et ainsi construire une souveraineté de défense, une souveraineté forte de la Guinée-Bissau contre les forces hostiles qui l'entourent. Enfin, il y a un cinquième niveau,
Un cinquième défi, c'est le défi de l'opinion. Il faut que les nouveaux dirigeants bissau-guinéens sachent que l'opinion africaine est dubitative. L'opinion africaine est inquiète. L'opinion africaine ne leur fait pas encore confiance. Il faut qu'ils sachent que l'opinion africaine les observe. Le moindre de leurs discours, le moindre de leurs voyages diplomatiques, le moindre de leurs mouvements sont désormais observés par les opinions, pas seulement bissau-guinéennes, mais ouest-africaines, africaines, panafricaines. Si l'on se rend compte qu'ils ont renversé Embalo pour aller faire ami-ami avec les anciens amis d'Embalo, les gens de la CEDEAO, le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, si on se rend compte que les dirigeants de Bissau sont en train d'aller faire ami-ami avec l'hypocrite Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est actuellement en train de faire louvoyer la révolution sénégalaise à Dakar, si on se rend compte que leur premier réflexe, c'est de venir chercher des instructions à Paris chez le président Macron, ils seront vomis, immédiatement vomis, pas seulement par le peuple bissau-guinéen, mais ils seront vomis par les opinions africaines. Donc je voudrais dire à nos frères qui prennent la responsabilité de la Guinée-Bissau de ne pas commettre d'erreur sur les 5 points que je viens d'évoquer. 1. Il faut coller au peuple. Il faut coller aux aspirations populaires. 2. Il faut mener une réforme socio-économique pour mettre le peuple bissau-guinéen au travail, avec un objectif immédiat, l'autosuffisance alimentaire de ce pays. L'autosuffisance minière de ce pays. Il faut que toutes les compagnies qui exploitent les mines de ce pays soient à majorité de capital tenues par l'État bissau-guinéen et que les bénéfices rentrent vite dans les caisses, dans une gouvernance transparente. Troisièmement, il faut très clairement affirmer l'ancrage panafricaniste révolutionnaire de la Guinée-Bissau aux côtés de l'Alliance des États du Sahel. Quatrièmement, il faut mettre fin à l'État bissau-guinéen narcotrafic. Cinquièmement, il faut faire très attention à ne pas s'afficher, à ne pas rejoindre le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental. Bref, à ne pas se faire des amis, ceux qui étaient les amis d'Embalo, parce que cela serait de nature à discréditer complètement cette révolution. Voilà 5 points sur lesquels nous les observons. Contrairement à ce que certains peuvent penser, nous ne donnons pas le bon Dieu sans confession au général Nkara et à ses compagnons. Nous les observons sur ces 5 points. Est-ce que leur politique est le reflet des aspirations populaires du peuple bissau-guinéen? Est-ce qu'ils prennent des décisions pour l'autonomie économique et sociale de la Guinée-Bissau? Est-ce qu'ils remettent tout le peuple de Guinée-Bissau au travail en s'inspirant d'ailleurs des travaux d'Amilcar Cabral qui, je le rappelle souvent, est un ingénieur agronome de formation qui a proposé au Cap-Vert et à la Guinée-Bissau d'abord la maîtrise de leur sol pour produire la nourriture, comme étant la base de toute révolution authentique. Si les militaires remettent le peuple là au travail, à partir des travaux pertinents laissés par le camarade Amilcar Cabral, si ces militaires procèdent à la nationalisation des unités minières les plus rentables du pays, si ces militaires attaquent frontalement le problème de la drogue, le trafic de la drogue, pour retirer le nom de la Guinée-Bissau de cette affaire sale, si ces militaires appellent l'Alliance des États du Sahel à les soutenir, si ces militaires s'engagent dans la dynamique panafricaniste révolutionnaire de l'Alliance des États du Sahel, si ces militaires ne reproduisent pas les relations incestueuses de la France-Afrique dans lesquelles Embalo était vautré, alors si ces militaires remplissent ces 5 critères, l'Afrique
L'Afrique éveillée les soutiendra. L'Afrique éveillée les accompagnera. L'Afrique éveillée les comprendra et les aidera. Donc, ce sont là les conditions. Les conditions pour que il y ait autour du nouveau Haut Conseil pour la restauration de l'ordre en Guinée-Bissau une dynamique vertueuse. Au final, cela pose le problème suivant. Quelle est la place qu'on doit accorder au phénomène électoral tel qu'il se déroule depuis plusieurs années à travers l'Afrique? En fait, nous avons été un peu partout, à travers l'Afrique, victimes de la mystification démocratique. Ce que le professeur Fabien Ebousi-Boulaga a appelé la démocratie de transit est arrivé en Afrique avec un grand mensonge. Il suffit que quelqu'un organise des élections pour qu'on prétende qu'il a fait l'essentiel et que son régime est légal et légitime. Le mythe de l'élection, le mythe des élections s'est complètement effondré. Il s'effondre, mais il nous pose le problème de savoir quel est le système politique africain. Quel est le système politique qui va permettre aux Africains de résoudre leurs problèmes et d'affronter la géopolitique, la géostratégie du monde contemporain. Avec quel système politique, nous, Africains, allons-nous nous affirmer dans le concert et le jeu des puissances du monde? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.